C'est vraiment une conversion. Chacun se raconte sa petite histoire sur ce qui se passe. C'est l'adolescent, chacun des parents, les frères et sœurs, parce qu'on ne parle pas des frères et sœurs, mais il y a aussi les frères et sœurs dans l'histoire. Les thérapeutes, chacun a sa petite... et donc, il y a une multiplicité d'histoires qui sont tout aussi valables ou tout aussi fausses les unes que les autres. Et c'est vraiment là où il y a la différence entre les deux modèles de prise en charge des ados et des enfants dont je parlais tout à l'heure. C'est que dans le modèle classique, il faudrait trouver quelle est la forme exacte qui s'adapte au mieux à la situation de l'adolescent. Tandis que là, vu la multiplicité des histoires qu'on peut se raconter, quand on travaille avec les familles comme ça, comme niveau 1 du travail, eh bien on voit qu'il y a plein de choses qui passent, qui intéresseraient, et je vois, parce que comme c'est un service universitaire, il y a plein de stagiaires qui passent, et ils sont tout le temps là à me dire « Ah mais pourquoi tu n'as pas repris ça ?» ou « Pourquoi vous n'avez pas repris ça ?» parce que ça c'était quand même important, là il y a une histoire de traumatisme, de machin comme ça. Alors je leur dis oui, parce que peut-être que vous, ça vous intéresse, ça pourrait m'intéresser aussi, mais je vois que ça n'intéresse pas du tout la famille. Donc je ne vais pas créer artificiellement un point de rencontre qui n'existe pas. Et au bout d'un moment, quand on travaille comme ça, il y a une idée sur laquelle tout le monde se rencontre. Et à ce moment-là, la relation thérapeutique se met en place. Et à partir de ce moment, on a l'attention de tout le monde, de l'adolescent, etc. Donc c'est vraiment là que je vois que le concept de prévention partagée ou de soins partagés, parce qu'on peut filer aussi le concept, puisque l'un ne va pas sans l'autre, hein, c'est très intriqué, eh bien c'est vraiment là que je le vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on garde nos spécificités dans nos têtes, donc on reste vraiment dans son rôle, le rôle de parent, le rôle d'ado, le rôle de thérapeute. Mais par contre, dans ce moment-là, on est complètement, comme dans une soupe primitive, complètement indifférencié, tout en ne l'étant pas. C'est assez magique. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a vu passer des situations où on avait des familles en soins, l'ado, on voyait les parents, etc. Et ça durait pendant des mois, des mois, des mois, sans qu'on ait vraiment le sentiment de faire avancer les choses. Et là, en 7, 8 séances d'une heure et demie, on débloque des familles, et pas simplement pour l'ado, parce que également pour les frères et sœurs qui du coup ne seront pas allés dans les services de psychiatrie, de pédopsie, parce que vous connaissez le nombre de familles où il y a 4, 5 personnes qui sont suivies, chacun séparément. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Donc ça va beaucoup plus vite. C'est pas du tout la même alchimie, mais c'est en tout cas remarquablement efficace quand ça marche. Malheureusement, ça marche pas à tous les coups, mais c'est comme tout. Hein, donc voilà. Et c'est très utile sur la question de la stigmatisation, d'ailleurs. C'est pas le thème du colloque de cette année, mais il n'y a pratiquement pas d'ados qui ne parlent pas, parce qu'on leur demande pas de le faire. Voilà. Alors, j'aurais bien rebondi par rapport à ce que vous disiez sur la façon de prendre en charge les parents, les ados, les temps, etc. Dans ce partage des tâches autour de la compréhension du problème de santé et des soins. Mais je ne sais pas si ça peut intéresser, parce que je crois que là aussi, il y a des choses extrêmement sensibles autour des adolescents.